Un meurtre ressemblant à une double exécution est suivi d'une tentative de dissimulation. On a très vite compris que les lieux du crime avaient été nettoyés. Un témoin oculaire a vu deux hommes s'enfuir. Mais est-ce bien ce qu'il a vu? Nous étions tous perplexes. Cette famille avait un ennemi. La colère l'a peut-être poussé à attaquer Bev et Brian. Elle avait vraiment peur de lui. Ces détails suffisent-ils à justifier un double meurtre? Un club nautique exclusif reçoit une visite inattendue. Une inconnue flottait sur l'eau. J'ai vu une femme adulte qui avait été poignardée au visage, au cou et à la poitrine. L'ex-mari et la fille de la victime ont disparu. Pas besoin d'être un génie pour comprendre, chez les couples divorcés, les crimes passionnels sont fréquents. Mais la victime ne manquait pas d'ennemis. Elle était du genre, je n'ai pas peur, je vais te pourrir la vie. Mais une éponge et une boîte en carton suffiront-elles à faire condamner un meurtrier? Dans la police, on appelle ça un indice. Huit mois après leur mariage, Brian et Beverly Mock achètent la maison rurale de leurs rêves dans l'État de Washington. Elle adorait son mari et il le lui rendait bien. Leur regard ne trompait pas. À 30 ans, Brian travaille pour une entreprise de climatisation alors que sa femme Beverly, 28 ans, est secrétaire chez un concessionnaire automobile. Ils ont fait connaissance lors de la pratique d'activités sportives. Ils aimaient les mêmes sports. Ils se montraient fièrement leurs cicatrices et se racontaient leur provenance. Ils étaient vraiment bien assortis. Ils étaient faits l'un pour l'autre. À 5 heures du matin, un samedi de novembre, un ami vient chercher Brian Mock pour une partie de chasse. La maison était plongée dans le noir. Il ne s'est pas donné la peine de frapper à la porte et il est parti chasser seul. Le même ami téléphone à Brian un peu plus tard sans obtenir de réponse. Il retourne chez les Mock. La porte d'entrée est verrouillée, mais il peut voir la télévision allumée et un corps étendu sur le sol. L'homme appelle immédiatement les policiers. Je me souviens du sang. Il y en avait partout. Absolument partout. À l'intérieur, les policiers découvrent Brian et Beverly Mock, tous deux assassinés. Je me suis effondrée, naturellement. Je hurlais. Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Je veux les voir de mes propres yeux. Chaque victime a reçu 3 balles de calibre 22 tirées à bout portant. Ça ressemblait à une exécution. Non content de les abattre, le tueur leur avait tiré 2 autres balles pour être sûr du résultat. Je voulais serrer ma fille dans mes bras, mais c'était impossible. J'aurais pu détruire des preuves et nuire au travail des policiers. La position des douilles semble indiquer que Brian a été abattu dans le salon. Beverly a sans doute entendu les coups de feu de sa chambre à coucher avant de sortir en courant. Elle s'est précipitée vers la porte d'entrée où le suspect l'a rattrapée et l'a à son tour abattue. Selon l'enquête, l'assassin a traîné Beverly, l'a laissée près de son mari, puis il a recouvert les corps d'un drap pris dans la chambre. Une longue traînée de sang d'environ 1 mètre de large sur 4 mètres de long conduisait directement aux 2 cadavres. La traînée de sang présente des striures inhabituelles. Le motif de cette tache de sang nous a mystifiés pendant un moment. Nous étions perplexes. Toute l'équipe se demandait d'où provenait ce motif. Il découvre la réponse dans la cuisine. Quelqu'un avait balayé la tache de sang. Des éclaboussures avaient même été projetées contre le mur. Le tueur voulait peut-être essuyer la trace de ses chaussures. Il a d'ailleurs utilisé un chiffon pour effacer d'autres traces de son passage. Le coupable avait cherché à effacer ses empreintes en essuyant les poignées de porte, les interrupteurs, bref, les surfaces habituelles. Mais son chiffon devait être taché parce qu'il y avait des résidus de sang sur toutes ces surfaces.
Le poste de télévision allumé renseigne également les enquêteurs. On n'a pas eu l'impression qu'il était pressé de s'enfuir, mais plutôt qu'il avait délibérément effacé toute trace de son passage avant de partir. Le vol ne semble pas être le mobile des meurtres. Brian avait beaucoup d'argent sur lui. Les armes qu'il gardait dans la maison y étaient encore, et les articles de valeur n'avaient pas été touchés. L'état des lieux suggère que Brian a ouvert la porte, puis qu'il s'est tourné vers le salon avant de s'écrouler. Preuve qu'il connaissait son meurtrier. Brian et Beverly Mock ont été assassinés en pleine nuit dans leur propre maison. Leur famille affirme que les jeunes mariés n'avaient pas d'ennemis connus. J'ai le cœur brisé quand je pense qu'elle ne sera jamais mère. Elle voulait tant avoir des enfants. Brian en voulait lui aussi. Ils avaient beaucoup à offrir. C'étaient deux jeunes gens gentils, dignes de confiance. Leurs enfants auraient été parfaits. Le tueur s'est attardé pendant des heures pour nettoyer les lieux du crime. Il a été imprudent. Plus un criminel reste longtemps sur les lieux, plus il risque de laisser des preuves ou des indices derrière lui. C'est exactement ce qu'il a fait. En faisant le ménage, le tueur a laissé des indices. Après avoir recouvert les corps d'un drap, il y a mis le pied. Ses semelles étaient propres, mais il a laissé une empreinte rouge dans le sang, sous le drap. C'était un motif en zigzag. Il fallait une semelle assez originale pour laisser une pareille trace. La longue halte du tueur sur les lieux a sans doute contribué à cette découverte. À notre arrivée, la tache de sang était sèche depuis un certain temps, et la trace de semelle avait donc été préservée. Une recherche informatique des motifs de semelle révèle qu'il s'agit d'une chaussure de travail de marque Madsen. Le tueur a laissé d'autres preuves dans la chambre du couple. On a trouvé une empreinte digitale sur le cadre de porte de la chambre sud-est. Mais les points caractéristiques de l'empreinte sont en forme de U, comme si le doigt s'était posé à l'envers sur le montant. Il n'y aurait pas eu de problème si l'empreinte n'avait pas été à 1,5 mètre du sol. Il aurait fallu que le suspect utilise une échelle pour laisser son empreinte à une telle hauteur. La marque était trop haute pour être celle d'un doigt, ou pour y avoir été laissée dans le cadre d'activités normales. Il y a une autre explication. Les points caractéristiques des empreintes de paume vont dans le sens contraire des points caractéristiques des empreintes digitales. En fin de compte, l'empreinte trouvée dans la maison était celle d'une paume. Il a dû utiliser le cadre de porte pour garder l'équilibre pendant qu'il nettoyait, sans doute avec une serviette de papier. Il n'a pas vu que sa paume était tachée de sang, et surtout qu'elle était posée sur le cadre de porte. Les forces de l'ordre disposent d'une banque de données pour enregistrer les empreintes de paume. On l'appelle Morpho, mais l'empreinte de l'affaire Mock n'y est pas. À la recherche de suspects, les policiers interrogent tous les résidents du voisinage peu peuplé. Daniel et Jennifer Tavares, qui habitent en face des Mock, déclarent avoir entendu des coups de feu vers 7 heures du matin. Mais ils ont cru que c'était des chasseurs. Daniel s'est pourtant levé pour regarder par la fenêtre de sa chambre qui donne sur le domicile des Mock. Il affirme avoir vu une camionnette rouge quitter leur entrée de cour. Il a vu un passager sur la banquette avant, mais pas très clairement. Par contre, il a fait un portrait détaillé du conducteur. Il s'agissait d'un homme blanc qui mesurait environ 1,90 m et qui devait peser autour de 105 kg. Il avait une queue de cheval. Le camion a fait demi-tour dans le cul-de-sac avant de s'éloigner rapidement. Ni la famille, ni les voisins ne connaissent d'individus correspondant à la description faite par Daniel Tavares. Les policiers se mettent à contrôler les centaines de camionnettes rouges immatriculées dans le comté de Pierce. Entre-temps, la mère de Beverly désigne un suspect potentiel. Je sais que Bev avait peur d'un garçon que Brian avait invité à la maison. Je crois qu'elle en avait parlé à Brian.
Jeremy Flynn, un jeune homme de 21 ans, vit à quelques maisons de là. Il avait un dossier juvénile et on le soupçonnait d'avoir commis d'autres crimes. Un cambriolage et un vol, si je me souviens bien. Des témoins déclarent que Flynn était allé à une fête chez les Mock environ 6 semaines avant les meurtres. Mais il était saoul et si agressif que Brian l'a prié de s'en aller. Les deux hommes ont failli se battre ce soir-là. Les incidents de la fête ont véritablement ébranlé Beverly. En fait, elle avait peur de ce type. Elle craignait ce jeune homme. Elle n'aimait pas rester seule à la maison lorsque son mari devait s'absenter. Le lendemain de la fête, les Mock découvrent qu'on leur a dérobé certains objets et ils confrontent aussitôt Jeremy. Une arme de poing avait disparu, tout comme le téléphone cellulaire de Beverly, ou un de leurs cellulaires, je ne sais plus lequel. Je me suis dit que la colère l'a peut-être poussé à attaquer Bev et Brian. Contrairement à l'arme du crime, le pistolet volé n'était pas de calibre 22. Jeremy ne possède pas de camionnette rouge et 3 personnes confirment son alibi pour les heures du moment des meurtres. Nous l'avons éliminé de la liste des suspects. Pour la deuxième fois, les policiers interrogent leur seul témoin oculaire. Ils se rendent alors compte que son histoire a changé. Les policiers sont à la recherche de l'assassin de Brian et Beverly Mock. Ils retournent chez leur voisin, Daniel Tavares, qui a vu une camionnette rouge sur les lieux du crime. Il leur a également fait une description détaillée du conducteur du véhicule. Un témoin oculaire capable de décrire un individu possiblement associé au crime fait progresser l'enquête de façon significative. Les enquêteurs trouvent sa description un peu trop détaillée. Après tout, Tavares habite à près de 200 mètres de la maison des Mock et il faisait encore nuit lorsqu'il a vu la camionnette. Il a soigneusement décrit ses hommes, en particulier le conducteur. Sa coiffure, la longueur de sa barbe, la couleur de sa chemise et même le modèle de ses chaussures. Tous ces détails. Il a même ajouté que cet homme avait le visage couvert de cicatrices d'acné ou de varicelle. Les enquêteurs décident de vérifier les antécédents judiciaires de Daniel Tavares et ils sont stupéfaits de ce qu'ils apprennent. Tavares a purgé une peine d'emprisonnement de 16 ans pour homicide involontaire. Il est libre depuis 4 mois seulement. Daniel Tavares était ce qu'on appelle un détenu récalcitrant. Chicanier, agressif, violent avec les gardiens. Pourtant, il avait été libéré avant la fin de sa peine. Avant sa libération, Tavares avait rencontré sa femme, Jennifer Freitas, grâce à une agence de rencontres électronique où les détenus affichent leur profil dans l'espoir d'y trouver des correspondants. Jennifer avait commencé sa relation avec Tavares sur ce site. En fait, c'est bien le dernier endroit où la plupart des gens cherchent à rencontrer l'âme sœur. Le couple avait échangé des courriels, mais leur première rencontre avait eu lieu après la libération de Tavares. Tout de suite après sa sortie de prison, il a quitté le Massachusetts à bord d'un avion à destination de l'État de Washington. Nous avons tous eu du mal à le croire. Tavares épouse Jennifer dans l'État de Washington, mais il a violé les conditions de sa probation en quittant le Massachusetts. Malheureusement, son arrestation n'est pas du ressort de la police locale. Le mandat d'arrêt était seulement valide dans les États frontaliers du Massachusetts ou de la Nouvelle-Angleterre. Même s'il y avait un mandat d'arrêt contre lui, il était limité à cette région géographique. Les policiers de Washington auraient pu obtenir de leurs collègues du Massachusetts une copie des empreintes digitales de Tavares, mais ils avaient besoin de l'empreinte de sa paume. L'équipe d'enquête cherche un moyen de l'attirer au bureau central de la police et de l'y pousser à fournir volontairement les empreintes de ses doigts et de ses paumes. Par chance, Tavares ne sait pas qu'on le soupçonne du double meurtre. Il coopérait. Il se fendait en 4 pour nous aider parce qu'il croyait qu'on avait mordu à l'hameçon. Les enquêteurs demandent alors l'aide de Tavares pour créer les portraits robots des meurtriers.
Je me suis dit que ce serait plus facile et certainement moins dangereux de le faire venir au poste en lui demandant de nous aider à créer ses portraits robots. Daniel Tavares se présente au bureau central de la police. Jason Tate arrive au même moment et le suit à l'intérieur de l'immeuble. La pluie vient juste de cesser et Tavares laisse des traces de pas humides sur le sol pavé. L'agent Tate a l'impression d'avoir déjà vu ses empreintes quelque part. Je suis entré très vite pour trouver quelqu'un avant que ces traces ne sèchent et ne disparaissent à jamais. Mary Lou Hanson O'Brien sort précipitamment avec sa caméra. L'empreinte de pas mouillé est dessinée sur une surface rugueuse. Il sera donc impossible de voir de menus détails. Mais le motif de la semelle est net et bien visible. Le motif était unique, même s'il n'était pas très détaillé. Serait-il identique à la trace de semelle sanglante laissée sur les lieux du crime? En général, les criminels ne sont pas très intelligents. J'ai souvent été témoin d'actes carrément stupides. J'ai interviewé le gérant d'un bar qui avait servi de l'alcool à Daniel Tavares le soir des meurtres. Il m'a décrit un homme arrogant et sûr de lui qui cherchait la bagarre. Tavares va au-devant des policiers sans savoir qu'il est leur suspect numéro 1. Il se prépare à fournir une description des soi-disant meurtriers. Il était confiant. Il croyait qu'il allait discuter avec un artiste judiciaire et il ne se doutait même pas qu'on le soupçonnait d'avoir commis ces meurtres. Tavares admet librement qu'il est allé plusieurs fois chez les Mock à titre amical. Les policiers lui demandent alors la permission de relever ses empreintes digitales afin de les distinguer des autres empreintes non identifiées trouvées chez les victimes. Je lui ai expliqué que nous voulions éliminer toutes les empreintes qui n'avaient aucun lien avec les meurtres. L'ex-détenu accepte sans sourciller. Les policiers en profitent pour relever non seulement ses empreintes digitales, mais aussi celles de ses paumes. Puis, ils se mettent à lui poser des questions sur son passé. I'm sure you must know what I was in prison for. I just heard it was manslaughter. How'd you kill him? Stab. It was a her. Oh, it was? Yeah, it was. Family member. What kind of family member? Mother. You killed your mother? Yeah, I did. No kidding. Je me suis exclamé, « Vous avez tué votre mère ?» J'étais plutôt surpris. En l'espace de quelques minutes, les spécialistes des empreintes latentes établissent une corrélation entre la paume de Tavares et l'empreinte de paume sanglante laissée sur le cadre de porte de la chambre des Mock. At this point in time, we've got evidence to arrest you for the murder of Brian and Beverly. What? I was in bed. That's impossible. I don't normally do this, but I'm going to show you something. This is your print in blood that we recovered inside that house. These are the patterns on your shoes that you have on your feet right now. Je n'arrivais pas à croire que c'était le même motif. Nous étions tous stupéfiés par la stupidité de Tavares. Comment avait-il pu penser venir au poste avec ses chaussures? Confronté aux preuves judiciaires, Daniel Tavares avoue. Il raconte que Brian Mock lui devait $50 pour un tatouage. Le samedi matin, il s'est donc rendu chez lui pour obtenir son argent. Il est encore très tôt. À moitié endormi, Brian est furieux d'avoir été réveillé si tôt. Les deux hommes se querellent, Tavares explose et tire 3 balles dans la tête de Mock. Beverly entend les coups de feu et tente de s'enfuir. Tavares tire 3 autres coups de feu. Puis, il traîne le corps de Beverly près du cadavre de son mari. En prenant un drap sur le lit pour recouvrir les 2 corps, il a sans doute laissé un peu de sang sur l'interrupteur. Mais en l'essuyant, il laisse une empreinte de paume partielle sur le cadre de porte.
Il s'y était probablement appuyé pour garder son équilibre tandis qu'il nettoyait la plaque d'interrupteur. Pendant des heures, le tueur tente d'effacer les traces de ses pas avec un balai. Mais en posant le pied sur le drap qui recouvre les corps, il laisse une trace de semelle dans le sang sur le sol. Une trace qu'il ne pouvait pas voir en regardant le dessus du drap. Par la suite, Jennifer Tavares avoue qu'elle est allée sur les lieux du crime après les meurtres. Elle avoue également que son mari et elle ont jeté l'arme du crime dans le détroit voisin de Puget Sound. On n'a aucune idée de ce qui l'a poussé à tuer Brian Mock. Tavares prétend qu'il l'avait insulté, mais je ne suis pas certain de le croire. Au mois de février 2008, Daniel Tavares est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Jennifer Tavares, qui prétend avoir aidé son mari parce qu'elle craignait pour sa vie, est condamnée à 1 an de prison. I can't even explain why I did it because I wasn't able to think straight at the time and I was scared and worried about my family. Fait incroyable, Tavares était si convaincu d'avoir effacé toutes les traces de son passage qu'il portait les mêmes chaussures lors de son interrogatoire. Tavares était si stupide qu'il est allé au poste de police pour y subir un interrogatoire avec la même paire de chaussures. Nous ne nous fions jamais à une seule preuve en rejetant les autres. Toutes les preuves sont importantes. Dans cette affaire, pour une fois, la pluie nous a été favorable. On ne sait pas vraiment pourquoi ce crime a été commis. Et je crois qu'on ne le saura jamais. Dans quelques instants, un club nautique exclusif reçoit une visite inattendue. Une inconnue flottait sur l'eau. J'ai vu une femme adulte qui avait été poignardée au visage, au cou et à la poitrine. L'ex-mari et la fille de la victime ont disparu. Pas besoin d'être un génie pour comprendre, chez les couples divorcés, les crimes passionnels sont fréquents. Mais la victime ne manquait pas d'ennemis. Elle était du genre, je n'ai pas peur, je vais te pourrir la vie. Mais une éponge et une boîte en carton suffiront-elles à faire condamner un meurtrier? Dans la police, on appelle ça un indice. Newport Beach, en Californie, est l'une des communautés les plus riches des États-Unis. Les communautés côtières au sud de Los Angeles sont magnifiques. Les propriétés coûtent très cher, justement parce qu'elles sont au bord de l'eau. Le taux de criminalité est très bas à Newport Beach. Il s'agit surtout d'infractions contre les biens. Les homicides sont extrêmement rares. Un matin de septembre, le propriétaire d'un yacht amarré au club nautique de Newport Beach voit un drap enroulé autour d'un corps flottant sur l'eau. En arrivant au dock, j'ai vu une femme adulte, à moitié nue, qui avait été poignardée au visage, au cou et à la poitrine. La victime avait reçu 52 coups de couteau. 2 d'entre eux avaient tranché sa jugulaire et sa carotide. Elle a dû saigner abondamment. Sans soins médicaux immédiats, elle n'aurait pas pu survivre plus de quelques minutes. La victime a été poignardée à de multiples reprises et certaines armes ont été laissées en place. Le couteau dans l'œil prouve que le tueur détestait littéralement cette femme. J'ai vu bien des victimes poignardées, mais aucune d'elles n'avait encore l'arme du crime plantée dans le corps. Dans le drap enroulé autour de l'inconnu, les enquêteurs découvrent une deuxième arme. On a trouvé un couteau dans les plis du drap, maculé de sang et de tissu cutané. Mais la victime n'a aucun papier d'identité et la durée de sa présence sous l'eau n'est pas facile à déterminer. L'eau avait tellement abîmé ses doigts qu'il nous a été absolument impossible de l'identifier en prenant ses empreintes. Les enquêteurs découvrent une preuve potentielle à moins de 100 mètres du cadavre. Il y avait une boîte en carton près du corps. Comme elle pouvait avoir un lien avec la défunte, nous l'avons saisie. La boîte contenait initialement un téléviseur de 27 pouces. Les enquêteurs croient qu'elle pourrait avoir servi à transporter le corps.
Durant l'autopsie, le médecin légiste découvre que la victime portait des implants mammaires. Les personnes qui portent des implants mammaires, des hanches artificielles ou toute autre prothèse médicale peuvent parfois être identifiées grâce au numéro de série de la prothèse. Chaque implant est doté d'un numéro de lot et d'un numéro de série, clairement inscrit sur la housse transparente. Ces numéros servent à identifier le manufacturier et à prévenir la patiente si jamais, ce qui est rare, la prothèse fait l'objet d'un rappel. Le numéro de série des implants indique qu'ils ont été fabriqués en France, que l'opération a été faite à Oklahoma City et que la patiente résidait en Californie. Nous avons pu l'identifier. Il s'agissait de Barbara Malnix, une résidente de Huntington Beach en Californie. À 56 ans, Barbara avait des conditions de vie particulières. Elle venait de déménager en Californie avec sa fille de 17 ans et elle vivait chez son ex-mari Bruce Malnix pour des raisons financières. Ils avaient décidé d'habiter ensemble, en amis, jusqu'à ce que leur fille ait terminé ses études secondaires. C'était une situation temporaire causée par des problèmes financiers. L'étiquette de la boîte flottant dans l'eau près du cadavre de Barbara porte les enquêteurs à croire que le meurtre pourrait avoir été commis dans la résidence de Bruce Malnix. Nous sommes partis du numéro de référence et de l'adresse du bordereau d'emballage pour découvrir que ce téléviseur avait été acheté à Huntington Beach. La télévision avait été achetée par Bruce Malnix, l'ex-mari de Barbara. Les policiers veulent interroger Malnix et sa fille de 17 ans, Rachel, mais ces derniers sont introuvables. En arrivant au condo partagé par Barbara Malnix et son ex-mari, les enquêteurs ont de la chance. Mon sergent m'a abordé et il m'a dit que M. Malnix venait d'arriver. Franchement, j'ai été surpris. Ça prend un certain toupet. Il semblait stupéfait de nous voir dans son condo. Quand un enquêteur de l'escouade des homicides vous regarde droit dans les yeux en disant « Vous êtes mon suspect numéro 1 », vous vous sentez très mal. Le médecin légiste estime que Barbara a été assassinée durant la nuit du mardi ou peut-être le mercredi matin. Bruce déclare que son travail l'a obligé à quitter la ville pour se rendre à Fresno, à plus de 400 km de distance. En tant que reporter, j'ai trouvé intéressant qu'il soit à l'extérieur de la ville la nuit où le meurtre a sans doute eu lieu. Bruce nie toute implication dans le meurtre de Barbara, mais il admet qu'ils ne s'entendaient pas toujours bien. Nous étions tous les deux responsables du divorce, mais pour moi, l'élément déclencheur a été la consommation d'alcool de Barbara. Elle buvait de plus en plus et sa personnalité changeait radicalement lorsqu'elle était ivre. La fouille du condo des Malnix ne révèle aucun signe d'entrée par effraction, mais le matelas et le sommier de la chambre de la victime ont disparu. Dans la police, on appelle ça un indice. Les techniciens en identité judiciaire vaporisent la chambre de leucocristal violet aqueux, un produit chimique qui laisse des traces violettes lorsqu'il entre en contact avec le sang. Compte tenu des éclaboussures et des taches de sang, on pouvait conclure que quelqu'un avait beaucoup saigné dans cette pièce. Il est clair que le meurtrier a tenté de nettoyer les lieux. Une boîte de gants en latex traîne dans la cuisine. Et sur la table de chevet de Barbara, les techniciens découvrent une éponge de couleur jaune. L'éponge semblait tachée de sang, ce que l'analyse a prouvé. Nous avions donc une preuve tangible à ajouter au dossier. Les enquêteurs découvrent autre chose dans la cuisine. Les couteaux de cuisine de Bruce Malnix étaient identiques à celui découvert dans l'orbite de Barbara. Les manches étaient très reconnaissables grâce à leur motif en zigzag. Des sections de murs sont découpées aux fins d'analyse. Par miracle, une empreinte très claire semble avoir résisté au nettoyage du tueur. Durant l'exécution d'un crime, les délinquants transpirent davantage. Ils produisent donc plus de résidus et souvent des empreintes plus nettes. Dans cette affaire, j'ai pu facilement identifier la preuve, qui avait la forme d'une empreinte de paume complète, c'est-à-dire 4 doigts et le côté de la paume. Les enquêteurs comparent cette empreinte à la paume de Bruce Malnix.
sans établir de corrélation. J'ai vu beaucoup d'émissions policières et l'ex-mari est toujours le premier suspect qu'il faut éliminer. Alors non, leurs soupçons ne m'ont pas choqué. Mais où est passée Rachel, la fille des Molnicks? Son père n'en sait rien, et les enquêteurs non plus. Avant le retour de Bruce Molnix, je craignais que Rachel ait été blessée ou tuée elle aussi. Nous ne savions pas où se trouvait Rachel, ni dans quel état elle était. Tous nos appels faits à son cellulaire allaient directement à sa boîte vocale. Elle a été vue pour la dernière fois avec son petit ami la veille du meurtre. Étrangement, ils étaient allés voir un film appelé La Dame de l'eau. Malgré sa disparition, Bruce refuse de croire que Rachel est responsable du meurtre de sa mère. Je n'y crois pas. Je ne crois pas que ma fille soit impliquée dans ce meurtre. Mais les policiers n'en sont pas si sûrs. Les enquêteurs interrogent les voisins des Molnicks pour savoir s'ils ont vu ou entendu quoi que ce soit de suspect durant la nuit du meurtre. Le résident du condo voisin nous a dit qu'il avait été réveillé vers 2 heures du matin par des cris et des bruits sourds qui ont duré environ 45 minutes. Il a ajouté qu'il ne serait pas surpris d'apprendre qu'on avait tué quelqu'un dans ce condo. Et ce, bien avant de savoir qu'un meurtre y avait été commis. Puisque Bruce Molnix était à Fresno, la seule autre résidente du condo devait être sa fille de 17 ans, Rachel, qui a maintenant disparu. Rachel était très jeune et les policiers ont craint qu'elle ait été victime du tueur elle aussi. Du moins, au tout début de l'enquête. Bruce Molnix déclare aux enquêteurs que sa fille avait un petit ami de 21 ans appelé Ian Allen et que sa mère était loin d'en être ravie. Lorsque Rachel a rencontré Ian Allen, elle n'est pas seulement tombée amoureuse, mais elle a rapidement parlé de l'épouser. Il est possible que Barbara ait craint la solitude. En apprenant que Ian avait des relations sexuelles avec sa fille de 17 ans, Barbara l'aurait d'abord menacé de le faire inculper pour le viol d'une mineure. Quelque temps après cet incident, Rachel a demandé à ses parents de signer une déclaration afin de s'assurer que sa mère ne menacerait plus Ian de le faire inculper de viol. Les deux parents ont accepté de signer. Je me suis dit qu'il valait mieux accepter leur relation et les encourager à passer le maximum de temps avec nous, plutôt que de les pousser à se voir en secret. C'est ce qui m'a fait comprendre qui contrôlait la maisonnée. Mais une semaine avant la mort de Barbara, une violente dispute avait éclaté. Rachel n'était pas rentrée à 1 heure du matin, heure de son couvre-feu. Furieuse, Barbara s'est rendue chez Ian en voiture. Elle y a fait une scène énorme. Barbara a ramené Rachel à la maison. Elle lui a interdit de sortir. Et elle a ajouté « Tu ne verras plus ce garçon ». Ian n'avait jamais rencontré de femme comme Barbara. Elle était du genre « Je ne te lâcherai pas, je n'ai pas peur, je vais te pourrir la vie. Je continuerai à te menacer, je parlerai à tes parents, j'irai à l'école de ton petit frère, j'irai à ton travail. » Elle était comme ça. Mais Rachel a prouvé qu'elle n'avait pas l'intention de renoncer à cette relation. Personne ne contraria Rachel Molnix. Puis, une vérification de routine révèle des informations étonnantes. Les policiers de Tampa, en Floride, ont rédigé le rapport d'une altercation violente entre Rachel et sa mère. Exactement 2 ans avant le meurtre, Barbara Molnix a été attaquée à l'arme blanche, en Floride, par sa fille Rachel. Elle a subi des blessures au bras. Pourtant, Barbara a refusé de porter plainte. Barbara disait parfois des choses extrêmement cruelles aux gens. C'était encore pire quand elle s'adressait à sa fille. Quand elle disait ce genre de choses à Rachel, 99% du temps, elle était saoule. Après le meurtre de Barbara, les policiers ne trouvent aucune trace de Rachel Molnix ou de son petit ami Ian Allen. Les enquêteurs interrogent les parents d'Ian qui déclarent ne pas l'avoir vu depuis 2 jours. Ils ajoutent que leur pistolet de calibre 38 a disparu. Comme Ian habite toujours chez ses parents,
Ils acceptent de se soumettre à une perquisition complète, incluant les ordinateurs de la maison. En examinant ces ordinateurs, nous avons découvert que l'un d'eux avait été utilisé pour trouver la route qui menait à Tampa, en Floride. Partout dans le pays, les forces de l'ordre se mettent à la recherche de la camionnette d'Ian Allen. Lorsque le jeune homme utilise sa carte de guichet automatique pour retirer de l'argent à Sulphur, en Louisiane, les policiers locaux s'y précipitent et arrêtent les 2 suspects. Incroyablement, Rachel prétend qu'elle n'est pas coupable du meurtre de sa mère et que Ian l'a enlevée contre son gré. I was asleep. It was the middle of the night. I heard my mom scream my name. I ran in her room and I saw Ian standing there on top of her, stabbing her. I tried to push him off and he pushed me off and knocked me out. Rachel était une très mauvaise actrice. Pendant son interrogatoire, elle a tenté de pleurer, mais je n'ai pas vu la moindre larme. Cherchez narcissique dans le dictionnaire et vous verrez une photo de Rachel. Les preuves judiciaires prouveront-elles son innocence ou sa culpabilité? Après son arrestation, Ian Allen avoue qu'il a tué Barbara Molnix, mais il soutient qu'il a agi seul. Did you go there intending to kill her mother? I was going there intending to threaten her, to scare her, and it got out of control very quickly. Entre-temps, Rachel Molnix se présente comme une innocente victime. Selon Rachel, elle avait été enlevée et assommée par son ravisseur. Elle aurait repris conscience dans une chambre de motel plusieurs heures plus tard. Elle prétendait ne pas avoir participé au meurtre de sa mère ou à l'élimination du corps. No one will tell me anything what's going on. You are under arrest for the murder of your mother. Do you know that I was kidnapped? Do you know that? I know that's what you're saying. What do you mean that's what I'm saying? We have physical evidence to the contrary. What do you mean? Rachel ignore que les enquêteurs ont des preuves matérielles qui la relient au meurtre de sa mère. Un échantillon de l'ADN de Rachel Molnix a été prélevé sur l'éponge jaune trouvée dans la chambre de Barbara. L'éponge utilisée pour nettoyer les lieux du crime. Rachel a prétendu qu'elle n'était pas impliquée dans le meurtre de sa mère, mais la présence de son ADN sur une éponge qui avait servi à nettoyer les lieux du crime contredisait ses dires. La boîte de téléviseur qui flottait près du corps de Barbara a été scellée avec un ruban adhésif identique à celui qu'on a trouvé dans la camionnette d'Ian Allen. Et en les traitant au cyanoacrylate, les experts ont pu relever les empreintes digitales de Rachel sur le ruban. J'ai pu associer 3 empreintes digitales à Rachel Molnix, celle de son majeur gauche et celle de son annulaire gauche. Quand les policiers ont appris que les empreintes de Rachel étaient sur le ruban adhésif, ils ont dû avoir l'impression de remporter le gros lot. Les experts découvrent l'ADN d'Ian sur la poignée du pistolet de calibre 38. Ils y trouvent également celui de Rachel. Pourquoi ne s'est-elle pas servie du pistolet pour échapper à son ravisseur? Son histoire ne tenait pas debout. L'empreinte de paume presque complète relevée sur le mur sanglant de la chambre de Barbara Molnix était celle d'Ian. Les preuves judiciaires confirment la théorie initiale du médecin légiste. Au moins 2 personnes étaient impliquées dans le meurtre. Les preuves et le nombre élevé de blessures signalaient la présence de 2 ou de plusieurs meurtriers. Il ne pouvait pas y en avoir qu'un seul. Des messages textes confirment la culpabilité de Rachel. Rachel a déclaré aux policiers qu'elle s'était couchée vers 22 h la nuit du meurtre et que le bruit de l'agression de sa mère l'avait réveillée. En vérifiant ces messages textes, nous avons appris qu'elle avait écrit à Ian jusqu'à 1h45. Or, nous savons que l'attaque a débuté vers 2 h du matin. Un des messages textes annonçait « Elle va bientôt prendre son Xanax ». Un autre signalait « Elle vient de se réveiller ».
On comprend clairement que les deux suspects se tenaient au courant des agissements de Barbara. Les procureurs estiment que, profitant du voyage d'affaires de Bruce Molnix, Rachel a attendu que Barbara s'endorme pour faire entrer Ian dans le condo. Ian a saisi plusieurs couteaux dans le tiroir de cuisine, puis il est monté à l'étage. Les preuves suggèrent qu'ils sont entrés tous les deux dans la chambre de Barbara. Elle a été poignardée à plus de 50 reprises. Le sang a giclé sur le plafond et les murs et a imbibé le matelas de la victime. L'un d'eux a enfoncé le couteau à beurre dans l'œil de Barbara alors qu'elle était encore en vie. Un immonde geste de colère et de mépris. Rachel a utilisé une éponge pour nettoyer le sang, y laissant des traces d'ADN. Ian a laissé l'empreinte de ses doigts et de sa paume sur un mur. Le couple a ensuite placé le corps dans une boîte de téléviseur vide que Rachel a scellée avec du ruban adhésif, en y laissant plusieurs empreintes. Durant la nuit, ils ont jeté le cadavre dans l'océan Pacifique. Les enquêteurs ont trouvé les restes calcinés d'un matelas sur les rails du chemin de fer situé non loin du lieu de travail d'Ian. Les procureurs présument que les deux complices croyaient alors avoir brûlé la dernière preuve. Durant son procès, Rachel témoigne en sa propre défense en jurant qu'elle n'est pas une meurtrière. I did not do that to my mother. I'm not saying I'm completely innocent. I made bad choices afterwards, and I'll admit that. But planning and killing my mom, I did not do. Mais les jurés n'en croient rien. Rachel Molnix est reconnue coupable du meurtre de sa mère. The jury in the above entitled action find the defendant, Rachel Scarlett Molnix, guilty of the crime of felony. Elle est condamnée à une peine de prison à vie. Étonnamment, Rachel n'avait que quelques mois à attendre avant d'atteindre son 18e anniversaire. Si elle avait patienté jusque-là, sa mère n'aurait pu légalement s'opposer à sa liaison avec Ian. Au terme d'un procès distinct, Ian Allen est reconnu coupable du meurtre de Barbara Molnix et condamné à la prison à vie. Après son procès, Ian avoue ce que les preuves avaient déjà établi. Dès le départ, Rachel était impliquée dans le complot. Quand il a compris que sa vie était foutue et que Rachel tentait de jeter tout le blâme sur lui, sa loyauté s'est éteinte. Elle a tué sa mère et il l'a aidé à le faire. C'est indiscutable, il n'y a aucun doute. Les jurés s'attendent à voir des preuves judiciaires. Sans ce genre de preuves, il est très difficile de les convaincre. Les preuves judiciaires ont été particulièrement importantes dans ce dossier, surtout dans le procès de Rachel. Elles ont prouvé qu'elle mentait. Ces preuves ont fait éclater la vérité dans la salle d'audience.